Alors figurez-vous que quand on est lectrice et qu'on est journaliste, on a une chance inouïe, c'est qu'en plus on peut rencontrer les auteurs qu'on aime. Et là, je suis au cœur de ce que j'adore. Voilà, deux formidables auteurs. Tatiana de René, que vous connaissez Bonjour. bien sûr tous, et Alexandra Lapierre, que vous connaissez aussi. Donc franchement, je suis parfaitement entourée. Et comme on parle d'héroïnes, puisque c'est des héros et des héroïnes, les deux femmes dont vous allez nous parler, qui sont pour vous des femmes qui vous ont inspiré et envoûté, je dirais, toutes les deux, parce que ce sont des femmes assez, je ne peux pas dire hors normes, parce que finalement, non, pas tant que ça, mais surtout pour leurs époques, elles ont été des femmes libres, avant tout. On va commencer avec Daphné du Maurier, puisque vous avez écrit Manderley Forever, Tatiana de René. Cet écrivain britannique, vous l'avez découvert très jeune, et elle a beaucoup compté dans votre vie, parce qu'elle vous a, alors je disais envoûté, c'est ça, elle vous a fasciné. Très vite, vous vous êtes dit que c'était vers, je dirais presque la façon dont elle a vécu, ça vous a tout de suite marqué en vous disant que c'était un destin particulier, même si sa vie n'a pas été extraordinaire. Alors c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois à l'âge de 10-11 ans, je ne savais rien de la vie de Daphné du Maurier. J'étais tout simplement une lectrice qui est tombée amoureuse de Rebecca, comme tellement d'entre nous, l'auberge de la Jamaïque, les oiseaux. Et c'est bien plus tard, quand un éditeur malin a eu l'idée de me faire écrire la vie de Daphné du Maurier. Moi, j'étais persuadée que c'était une vieille dame anglaise très sage, avec un chat et un plaid. J'ai rien contre les vieilles dames anglaises très sages avec des plaids et des chats, mais en fait, c'était pas du tout ça, sa vie. C'était une vie, mais d'une modernité, d'une audace pour quelqu'un qui est né en 1913 et qui a su casser tous les codes. Bon, c'est vrai aussi qu'elle est née d'une famille d'acteurs. On pourrait dire qu'elle était un peu bobo avant l'heure. Mais ce qui m'a vraiment frappée dans le destin de cette femme, c'est que très jeune, elle a su qu'elle voulait devenir écrivaine. Elle avait décidé, peut-être à l'âge de 10-11 ans, qu'elle allait être écrivaine. Et puis surtout, ce qui est encore plus rare pour l'époque, c'est qu'elle ne voulait pas se marier, avoir des enfants. Ça ne faisait pas du tout partie de sa priorité. Alors qu'on peut imaginer que les jeunes femmes anglaises de bonne famille de l'époque, eh bien, c'était un mari, c'était on va dire, des occupations familiales qui étaient les choses les plus importantes. Et puis deuxièmement, c'est vrai que les amateurs de Daphné du Maurier le savent, elle a un univers très noir. Elle n'écrit pas du tout de romans à l'eau de rose. D'ailleurs, Rebecca, si on relit Rebecca, c'est un livre d'une noirceur absolue, magnifiquement d'ailleurs adapté par Hitchcock au cinéma, ainsi que Les Oiseaux. Et moi, ce qui m'a fascinée justement, c'est d'essayer de comprendre comment et pourquoi cette femme à qui tout souriait et qui en plus avait un physique spectaculaire, vous pouvez voir la couverture de mon livre, vous voyez une femme un peu garçonne avec des cheveux très courts, ce regard bleu, une cigarette, une espèce de pose. Qu'est-ce qu'il y avait derrière sa vie? Donc je suis allée chercher tous les secrets qu'elle avait si soigneusement cachés, peut-être d'ailleurs pas tous, hein, parce que les écrivains sont très doués pour semer les pistes, brouiller les pistes. Et je suis allée donc tout simplement mettre mes pas dans les siens. Alors, elle a de commun avec Fanny Stevenson. D'abord, effectivement, que vous aussi, vous êtes arrivée à Fanny, alors peut-être par son mari. C'était sa muse, en fait. C'était vraiment... Il le dit souvent, sans Fanny, il n'y aurait pas eu son œuvre. C'est ce que dit, en tout cas, Robert Louis. Il l'a aimée, mais follement. C'est une très belle histoire d'amour, en plus. Mais c'est par Robert Louis Stevenson que vous adorez, que vous êtes arrivé à Fanny. Et alors, c'était bizarre, parce que Fanny, elle était autant adorée que détestée. Oui, c'est vrai que, pour moi, l'aventure a commencé à travers ce grand écrivain qui est Robert Louis Stevenson, vous savez, l'auteur de L'île au trésor, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc, je lisais tout Stevenson. Et à chaque fois, dans les préfaces, on parlait de sa femme. D'habitude, on ne parle pas nécessairement de l'épouse de l'écrivain. Et selon les auteurs, c'était une aventurière comme il n'en existe pas. C'était une femme d'une modernité et une amoureuse et une passionnée
comme on en rêve, donc ça muse. Et puis, selon les autres préfaciers, c'était son infirmière, castratrice et, pour être vulgaire, emmerdeuse. Donc je me suis dit, mais qui est cette femme? Et quand j'ai été voir qui était cette femme, j'ai découvert qu'elle existait bien avant sa rencontre avec Robert Louis Stevenson, qu'elle avait été chercheuse d'or dans les mines du Nevada. Vous savez, dans les westerns, il y a toujours soit la prostituée, soit la maîtresse d'école, mais il y a rarement l'épouse du mineur. Et là, elle a traversé toute l'Amérique pour aller retrouver son premier mari, dont elle va avoir 3 enfants. Et après une grande passion avec ce premier mari qui va la quitter pour aller chercher de l'or et disparaître, on va croire qu'il est tué par les Comanches. Donc ça commence comme un western, mais elle décide, le croyant mort, de venir en Europe, d'apprendre la peinture, et elle va être une des toutes premières femmes américaines, sans le sou, avec 3 enfants, à venir sur les grands boulevards et à faire partie de l'école de Barbizon. Et c'est là où, dans les bois de Barbizon, cette femme qui a déjà 40 ans, qui a 3 enfants, qui se bat pour les nourrir, pour avoir une carrière de peintre, qu'elle va rencontrer un très jeune homme qui n'a jamais rien écrit, qui a 15 ans de moins qu'elle, et avec lequel ça va être l'histoire d'amour la plus brûlante qu'on puisse imaginer. Donc je me suis dit, mais et ça, ce jeune homme, j'ai oublié de dire, c'est Robert Louis Stevenson, mais qui a 24 ans quand elle en a 40. Et ça va être une histoire d'amour dingue. Elle va devoir rentrer aux États-Unis. Son mari a réapparu et lui va la poursuivre à travers tous les États-Unis en 1878. Enfin, on est très très tôt dans le siècle. Et là, je me suis dit, il faut raconter son histoire à elle. Alors, vous avez parlé de la Californie et de mines d'or, de Paris, puis des îles Samoa, où ils vont finir, où lui va malheureusement finir sa vie et où elle va habiter encore longtemps après lui. Et puis on se retourne aussi vers Manderley, parce que Manderley Forever, Manderley c'est le manoir de Rebecca, mais pour Daphné du Maurier, les lieux, les manoirs, les maisons ont compté énormément. Ça fait vraiment partie de son ADN, je dirais. Les manoirs en Cornouailles, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui l'ont construite complètement, et son œuvre avec elle. C'est vrai que pour Daphné du Maurier, les maisons sont aussi importantes que les personnages. Et d'ailleurs, elle a construit la plupart de ses romans autour de maisons magnifiques. Et d'ailleurs, elle est elle-même tombée amoureuse d'une maison qui s'appelait Menabili et qui est devenue Manderley. Et elle avouait d'ailleurs d'une façon très simple, mais je me demande comment sa famille prenait ça. Elle disait, je préfère Menabili, aux gens. Et quand elle a loué cette maison, ce manoir qui ne lui a jamais appartenu, une maison dont elle a toujours été amoureuse, qui était un manoir abandonné en plein dans la forêt, et bien ses enfants la voyaient caresser les murs de ce manoir et l'embrasser, pour vous dire. Donc, elle a construit toute son œuvre autour de ces maisons. Et il y a eu un autre moment très douloureux dans sa vie, quand son mari est mort. Elle a dû quitter ce manoir après peut-être presque 25 ans de vie là. Et elle s'est rendue compte que cette maison, c'était comme un être humain, mais aussi comme sa muse. Et d'ailleurs, c'est triste de constater que quand Daphné du Maurier a quitté Menabili, elle n'a plus jamais écrit des romans avec la même force et la même puissance et le même imaginaire que Rebecca ou que ma cousine Rachel. Comme si cette maison, quelque part, elle l'avait dans son ADN et qu'elle n'a pas pu, en la quittant, pouvoir garder ce monde imaginaire qui l'avait tant inspiré, jeune fille et jeune femme. Donc c'est vrai que c'est un peu triste. Fanny, quand elles se sont installées aux îles Samoa avec Robert Louis, d'abord c'est des aventuriers pour l'époque, parce qu'il faut bien imaginer que se lancer dans le Pacifique, aller dans les îles dans ces années 1890-1900, c'est quand même un voyage extraordinaire. Et puis s'installer aux îles Samoa, quand on n'est effectivement pas originaire de cet endroit, et gagner la confiance et l'admiration des gens du pays, ce n'est pas facile. Et là aussi, on parlait de maison, et elle s'est appropriée cette maison, parce que
en fait, elle a fait un très gros effort. Elle s'y plaisait pas tellement aux îles Samoa. Mais pour Robert Louis, qui lui était très à l'aise et très bien là-bas, elle a vraiment fait une espèce de cocon que les gens du pays ont reconnu aussi après. Oui, mais c'est un peu le même attachement à une maison qu'on évoquait à l'instant pour Daphné du Maurier, parce que Fanny, il faut imaginer que Robert Louis Stevenson est devenu un très grand écrivain, sauf qu'il va mourir à tout instant. Et le seul climat qui lui convient après avoir été dans toutes les stations pour tuberculeux, ça va être le Pacifique. Donc il décide de tout vendre en Europe, on est quand même en 1890 là, 80 même, de tout vendre en Europe et de venir s'installer et se construire un palais. Quand on appelle un palais, c'est un palais de bois, c'est une grande maison coloniale sur un mont des îles Samoa qui sont régulièrement ravagée par des cyclones. Et là, elle va créer aussi une maison absolument incroyable. Il y a un piano à queue, il y a une bibliothèque, il y a une salle de bal. Enfin, ils reconstruisent tout. Ils font venir de la porcelaine jusqu'aux îles Samoa pour recréer cette vie anglaise, en fait. Et en même temps, être complètement inscrit dans la vie des indigènes et être considéré comme des amoureux des différentes tribus dont ils vont tenter de maintenir, à travers lesquelles ils vont tenter de maintenir la paix. Et donc, quand Stevenson meurt, c'est la même chose, le mari meurt, ça va être une scène incroyable, parce qu'il avait un jour rêvé, et il avait dit qu'il voulait être enterré en haut du mont qui surplombait sa maison. Mais il faut imaginer qu'on est dans une région tropicale. Et toute la nuit, les chefs indigènes vont couper un chemin de façon à ce qu'on emmène Tusitala, le conteur d'histoire, en haut de ce mont où il sera enterré. Et Fanny, en pleine guerre mondiale, 15 ans plus tard, va être ramenée sur ce mont avec les mêmes chefs indigènes de façon à être enterrée dans la même tombe que celle de son mari. Donc c'est vrai que ces maisons et ces lieux hantent ces personnages qui les crée et qui les habite. Et c'est un peu la même histoire parce que dans le sens où Fanny va devoir quitter cette maison et ensuite elle va veiller sur la mémoire de ce grand écrivain et vouloir être à jamais enterrée avec lui sur ce mont. Alors, on n'a déjà plus beaucoup de temps. On pourrait passer des heures à raconter ces femmes. Pour Daphné du Maurier, on a un petit peu... je pense que Hitchcock a un peu dévoyé son œuvre. C'est-à-dire que, bien sûr, Les Oiseaux, L'Auberge de la Jamaïque, où elle n'était pas très contente de l'adaptation, d'ailleurs. Hein. Il en a fait une espèce de bluette qui n'était pas tout à fait ce qu'elle aimait. Et puis, bien sûr, Rebecca, qui est plus proche, sauf la fin, parce que... Voilà, on ne racontera pas la fin, mais la fin du film n'est pas celle du livre. On en fait une espèce de romancière de comment dire, de l'amour, d'affaires de cœur. Or, en fait, elle est avant tout une des premières à faire des romans noirs, des thrillers quasiment, mais très très psychologiques. C'est pas des bleuettes, franchement, qu'elle écrit. Non, et puis heureusement, avec mon livre, j'ai bien rectifié le tir. Hein. Je pense que ça a permis aussi. Les gens qui lisent Daphné du Maurier savent qu'elle a beaucoup souffert d'une certaine misogynie aussi, dans le sens où beaucoup de gens ne lui accordaient aucun crédit, étaient jaloux de son succès. Vous savez, elle faisait partie de ces auteurs dont on disait « Oh, ben, elle vend tellement de livres, ça ne doit pas être très bien ce qu'elle écrit. Hein. » Parce que quand on vend autant de bouquins, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, elle a toujours souffert de ça. Et puis surtout... Rebecca avait été lancée comme étant un roman d'amour gothique. Alors, pardon, ça aussi, c'était un coup de son éditeur qui voulait évidemment que ça se vende très très bien. Et c'est le cas, ça s'est très bien vendu. Mais Daphné du Maurier, c'était tout sauf ça. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à lire ses livres qui ont cette finesse psychologique, cette âpreté, ces fins en point d'interrogation où on se dit « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas du tout quelqu'un qui donne les réponses. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça, aujourd'hui, que ces livres ont encore du succès, parce qu'elle n'a jamais été démodée, elle continue autant à être appréciée. Et je vous signale d'ailleurs que Rebecca est en train d'être adaptée pour Netflix
avec toutes sortes d'acteurs anglais formidables que vous connaissez, et qui va être l'année prochaine sur nos Netflix. Et donc, c'est une façon aussi de se rendre compte que Daphné a continué à surfer la vague du succès. Alors voilà, on va être obligé de s'arrêter. Moi, je pense qu'on aurait pu une dernière question sur Fanny, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait une femme de pouvoir. Elle avait un tel charisme. Je pense qu'on la retrouverait dans la politique ou dans l'humanitaire, parce que c'est une femme qui aurait entraîné les foules. Je pense qu'elle aurait été dans l'humanitaire, Fanny. C'était vraiment quelqu'un qui avait un sens des gens et surtout une espèce de liberté de penser qui ferait qu'elle se serait intéressée absolument à tous les grands combats humains que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Voilà, je vous invite à découvrir ces femmes d'exception, leurs hommes aussi, parce que voilà, Robert Louis Stevenson, c'est aussi un de nos très grands écrivains dans le Panthéon. Et on découvrait un peu la famille de Daphné, qui a fait preuve comme beaucoup d'abnégation, il faut le dire aussi, et qui a, sauf le père. Oui, le père était très écrasant et c'est un homme, vous allez voir, d'abord elle avait un quart de français et un grand comédien de l'époque, c'était bien lourd à porter dans la famille. Mais voilà, donc précipitez-vous, vous allez découvrir des femmes formidables et qui sont extrêmement, extrêmement modernes. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.